Retrouvez Businesswoman avec MAF Pro. L'assureur des artisans, commerçants et professions libérales, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros. C'est la MAF. Bonjour et bienvenue sur Demain TV et We Do Biz pour ce direct de Businesswoman, la seule émission dédiée à l'entrepreneuriat au féminin. Alors comme chaque mois, nous recevons et mettons en lumière des femmes qui se sont lancées dans la grande aventure de l'entrepreneuriat. Nous rêvons toutes d'être belles, d'avoir une belle peau, de beaux bijoux et de porter de somptueuses robes. Eh bien, mes invités ont fait le choix d'entreprendre dans le secteur du luxe. Place à ces femmes pleines de talent et de conseils. Pauline Legnaud, fondatrice de la marque de bijoux Gemio. Elena Comper, fondatrice de la Cure Officine. Et Pascale Guaspe, fondatrice d'Els Collection. On va parler bien sûr des femmes, on va découvrir un peu vos parcours à toutes les trois. Mais tout d'abord, eh bien, on va essayer de découvrir un peu votre domaine. Donc le luxe à toutes les trois. Il y en a une, c'est les bijoux, d'autres le parfum, d'autres la mode. Alors on commence par vous, Pauline. C'est les bijoux. Alors comment ça a démarré cette aventure Gemio? En fait, je me suis lancée il y a maintenant quasiment 6 ans, à l'époque où mon compagnon m'a demandé de l'épouser. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que j'avais pas de bague, j'avais très envie d'en avoir une très jolie bien sûr. On a été faire le tour de beaucoup de boutiques et on s'est rendu compte que l'expérience était pas telle qu'on aurait aimé. C'est-à-dire qu'il y avait des maisons très haut de gamme, magnifiques, qui étaient souvent un petit peu vieillottes, je trouvais, dans l'état d'esprit magnifique, bien sûr, dans les bijoux. Mais voilà, c'était pas ce dont je voulais. Je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup d'humour, il n'y avait pas beaucoup de décalage, que c'était assez premier degré et que c'était aussi très cher. Je me suis aussi rendu compte que c'était pas forcément en fait à des Français que ces marques s'adressaient. Et donc, voyant ça, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de créer une maison de joaillerie, une nouvelle marque, plus moderne, plus jeune, qui serait vraiment pour des gens qui veulent de la très grande qualité, un savoir-faire français, mais avec quelque chose d'un petit peu plus frais. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a maintenant 6 ans. C'est un peu fou parce qu'on ne fait pas du tout du secteur de la joaillerie. Donc on a dû tout apprendre sur le tas, mais ça fait 6 ans que ça dure. Donc je continue à travailler. C'est une belle réussite parce qu'on connaît toutes votre symbole avec ce petit chat rose qu'on a vu un peu partout. Il y a une belle campagne de publicité. Ouais. Donc vous avez démarré par site internet. Exactement. Et aujourd'hui, ça se développe. On en parlera tout à l'heure. Parce que vous aussi, toutes les deux, Elena, vous êtes aussi présente sur internet. Et alors vous, c'est les cosmétiques. Puis alors, il y a un beau principe, il y a un beau concept. Donc, moi, j'ai démarré il y a très peu de temps une boutique à Saint-Germain-des-Prés, mais le concept en lui-même et la marque ont été développés il y a une douzaine d'années, à un moment où je me suis rendu compte qu'il y avait également une opportunité. Et l'opportunité, c'était de créer une marque d'apothicarie de beau niveau. En fait, c'est une marque de cosmétiques naturels d'excellence, de luxe, on dira. Avec des produits qui sont à la fois pour la peau, pour le corps et pour l'esprit. Quand on dit l'esprit, ça veut dire des accélérateurs de bien-être. Et en fait, c'est une marque qui prend en charge la personne dans sa globalité en lui apportant ces différents éléments. Les éléments qui agissent autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant parce que pour le coup, c'est aussi un concept unique. Vous avez toutes les trois eu de très bonnes idées. Vous, Pascale, l'aventure, elle a démarré par votre vie perso, quelque part, un besoin que vous avez senti dans votre parcours professionnel. Et de là est née votre idée. Oui, en fait, moi, j'ai démarré ma carrière dans le consulting. Donc, j'ai fait 20 ans et j'ai été partenaire dans un cabinet de conseil international en stratégie. Et donc, j'avais beaucoup de réunions, de séminaires, de voyages professionnels. Et tous les matins, quand je me levais, je regardais mon placard et je me disais, mon placard est plein, mais je n'ai rien à me mettre. Ah bah ça, on l'a tout dit, un jour ou l'autre. Je crois que toutes. Exactement. Donc en fait, cette idée, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule, bien entendu, et cette idée a germé de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas finalement créer un dressing dans lequel les femmes pourraient piocher à volonté et porter tous les vêtements dont elles rêvent sans avoir à les acheter. Et donc, il y a 5 ans, j'ai réfléchi à ça de manière beaucoup plus sérieuse et j'ai décidé de créer mon entreprise, pas du tout dans le consulting, pas du tout dans le secteur dans lequel je travaillais avant, mais dans la mode, dans le luxe. Et j'ai décidé de créer Els Collection, qui est le leader français de la location de prêt-à-porter de luxe féminin et qui propose un concept qui révolutionne complètement la façon de consommer la mode, puisqu'on peut porter un dressing illimité qui se renouvelle perpétuellement.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec toutes les trois, on ne peut être que très belle. Hein. On peut porter de beaux bijoux, de belles robes et être bien parfumée et en plus prendre soin de soi. Ce sont des concepts uniques, toutes les trois? Je pense que oui. Enfin, après, quand on crée son entreprise, en général, il y a toujours un élément unique et c'est ça qui fait qu'elle se différencie. Nous, avec Gemio, c'est unique parce que déjà, comme le positionnement, je pense, est assez unique. Le positionnement d'être une marque de joaillerie très haut de gamme, mais avec un positionnement plus accessible, plus frais, plus décalé que les marques de joaillerie traditionnelles. Et comment être accessible en étant sur Internet notamment. Donc c'est pour ça qu'on s'est lancé il y a 5 ans uniquement en ligne d'abord. Et là, on a commencé à ouvrir des boutiques, mais c'est encore très récent puisqu'on a une boutique à Paris depuis 2 ans. On vient d'en ouvrir une à Lyon il y a quelques semaines, mais c'est encore très récent pour nous. Alors justement, pourquoi ouvrir des boutiques? Parce que là, toutes les trois, vous êtes présentes, très présentes et leader, on peut dire, dans votre domaine sur Internet. Pourquoi décider d'ouvrir des boutiques? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a ses limites avec Internet? Nous, en tout cas, on a mis quand même 4 ans avant d'ouvrir une boutique. Hein. Donc pendant 4 ans, on a bien vécu sans Internet, sur Internet uniquement. Après, on s'est rendu compte que nos clients nous disaient premièrement que les bijoux étaient beaucoup plus beaux en vrai que dans nos boutiques, enfin que quand ils les voyaient sur Internet. Et donc on s'est dit, c'est quand même dommage. Et deuxièmement, c'est vrai que sur certains achats, des personnes qui n'ont jamais passé commande de sommes importantes sur Internet, il y a quand même une petite barrière à l'entrée. Et donc on s'est dit, on va faire des showrooms pour que les gens puissent essayer les bijoux. Une fois qu'ils auront essayé, on verra si après ils peuvent passer commande directement sur Internet. Et c'est ce qui s'est passé. Nos clients viennent, essayent les bijoux, passent commande dans notre showroom sur tablette. En fait, ça se fait sur notre site Internet. Et les commandes d'après, très souvent, se font uniquement sur Internet. Ils n'ont plus besoin de repasser dans la boutique. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet justement de désacraliser un petit peu l'acte d'achat, de vivre une autre expérience aussi. Mais après, ça reste complètement online. Alors justement, vous, est-ce que vous avez... J'ai toujours voulu en fait créer des expériences. Dans ma vision du business, c'était ça. C'était pas seulement louer une robe, c'était avoir toute une expérience pour soi. Et du coup, on a créé simultanément le concept store et le site internet, avec l'idée que, et je crois que dans le luxe, c'est très important, que ce soit dans les bijoux, dans les cosmétiques, c'est que chacun puisse naviguer de l'un à l'autre. Et que ce soit facile de naviguer de l'un à l'autre. Donc on peut effectivement repérer en ligne, venir essayer et vice-versa. On vient essayer, ensuite on commande en ligne. Donc ça pour moi c'est très important pour moi. C'est vraiment que ce soit seamless, comme on dit, entre les deux canaux de distribution. Oui, puis en beauté c'est pareil. C'est le même cas. Parce qu'en fait, nous on a ouvert simultanément le site internet et la boutique physique. On a un très beau concept store à Saint-Germain-des-Prés. En plus on a un très beau quartier puisque on est au 48 rue de Grenelle. Et c'est une cure, en fin de compte, de beauté qui a des effets, on dira, comme celle qu'on pourrait trouver dans les officines d'antan, où on a un service sur mesure, une approche de la personne dans sa globalité, et également un lieu de vie. D'ailleurs, on l'a appelé une galerie d'art de vivre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a à la fois une officine cosmétique, également un laboratoire de sur-mesure, un lieu de consultation. On peut vraiment être vu entièrement par des naturopathes, des diététiciens. Donc en fait, c'est un concept totalement innovant de prise en charge globale et qui nous tenait à cœur en fait, parce qu'on voulait être proche de la personne et également pouvoir offrir un service totalement innovant. L'avantage en plus de ça, c'est qu'on avait besoin de montrer l'expérience puisque la marque est basée sur ce qu'on appelle l'équilibre acide-base ou acido-basique pour certains, qui est un équilibre subtil qui permet justement d'agir sur les facteurs de l'âge et de corriger les signes visibles du vieillissement. Donc ça, pour nous, c'était important d'avoir le lieu. Alors justement, on va en venir sur la création d'entreprises. Comme souvent, on a des idées dans la vie, on a souvent des idées, on se dit, tiens, ça, je pourrais créer ça, je pourrais inventer ça. Mais franchir le pas, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous avez franchi le pas, justement, Pascal? Qu'est-ce qui vous êtes dit, bon, ça y est, j'y vais, je me lance? Alors, c'est pas venu comme ça d'un seul coup, mais en fait, c'était un besoin et un projet qui me tenait tellement à cœur que, quelque part, ça m'a empêché de dormir à un moment donné. Donc, si vous voulez, j'ai commencé à en parler à plein de gens, à mon entourage, et de fil en aiguille, j'ai été présentée à des gens qui travaillaient dans ce secteur, qui m'ont dit, mais c'est une très bonne idée, qui m'ont donné des points de vue, et pas seulement des points de vue de clients, mais des points de vue business, en me disant, mais effectivement, ça correspond à quelque chose qui est une tendance, qui est là et que le marché attend. Donc du coup, tout ça, ça m'a encouragée. Et je crois que quand on a une idée, ce qui est important, effectivement, c'est d'en parler, et c'est d'aller tester, et c'est d'aller voir. Et de fil en aiguille, on se retrouve poussé, c'est ça. Un peu malgré soi, et avec soi, en réalité. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et vous, c'est arrivé comment? Comment, à un moment donné, vous êtes dit, allez, j'y vais, je me lance
je la crée, ma marque? Moi, c'est pas compliqué parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein, une opportunité que l'on perçoit, un besoin d'agir, de transmettre et de créer quelque chose. En fait, l'idée, c'était simple. Je me disais, il existe énormément de marques de cosmétiques en France, mais il n'y avait pas de marque de cosmétiques naturelle d'excellence avec une approche globale, une approche intégrative, ça veut dire intérieur, extérieur, qui prenne en compte la personne au niveau peau, corps, esprit, émotion, stress, en fait, le mode de vie. Une marque d'apothicaire contemporain. Et en fait, c'est ce qu'il fallait créer. Et là, du coup, je l'ai vu qu'il en existait en Italie, il existait en Angleterre ou même aux États-Unis des marques qui étaient des marques emblématiques. Voilà. Et il en fallait une qui soit française et qui permette en même temps d'être un peu ambassadeur du French Paradox et du French Lifestyle, de l'excellence que l'on peut avoir en France dans la cosmétique naturelle, tout en participant avec les femmes à une démonstration du mode de vie français vers l'international autant que vers la France, avec des codes très forts d'apothicaire, mais contemporains. Donc il y avait quelque chose à faire et du coup j'y ai pensé assez longtemps. Et aussi vous avez fait comme Pascal, vous en avez parlé beaucoup. J'en ai parlé beaucoup, j'ai commencé, je n'avais pas de fonds au départ, donc j'ai commencé par écrire des bouquins, écrire des livres sur le domaine du bien-être et du capital santé jeunesse. Audie Jacob m'a publié, hein, voilà, sur le premier livre, et qui a été un grand succès. C'est par le livre que c'est... Ouais, j'ai eu un très gros succès parce qu'on a écrit la méthode acide-base, qui est une méthode qui permettait à la fois de se régénérer, d'agir sur les petits bobos de la vie quotidienne, les maladies chroniques, et en même temps d'agir sur les facteurs de l'âge. Donc, très beau succès, il y a eu beaucoup de choses. Donc, j'ai été co-auteur avec le docteur Hervé Grogoja, qui était voilà, avec moi sur ce projet. Et ensuite, après, le second livre, le troisième livre, et pendant ce temps-là, on y pensait. C'est original de passer par... On est passé par là parce qu'il fallait asseoir la méthode et lui donner vraiment une base scientifique solide, tout en ayant... ce que je veux dire, tout en ayant vraiment une légitimité dans ce domaine, parce qu'on est quand même dans un domaine scientifique. Oui, c'est ça. Donc il y avait preuves, ce côté... etc. Donc, s'associer avec des médecins, des dermatologues, des nutritionnistes, apporter, je dis, une approche de bien-être et de santé à la cosmétique, c'était vraiment ce que je voulais faire au départ. Donc, je l'ai fait par les livres d'abord. Est-ce que même quand on n'a pas un sou en poche, on peut se lancer dans le luxe? C'est une question difficile. Nous aussi, quand on s'est lancé, on n'avait absolument pas de sous à mettre dans l'entreprise. Et aussi, au début, quand on se lance, c'est vrai qu'on n'a pas, même si on a un tout petit peu d'argent, c'est difficile de dire qu'on va tout investir dans son entreprise. On ne s'est pas payé pendant, je dirais, quasiment 9 mois avec mes associés chez Gemio. Donc, ça a été assez difficile. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut innover. En passant par Internet, par exemple, parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de stock, vous n'avez pas besoin d'avoir des murs d'une boutique, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que sur le business model, si vous innovez un petit peu, vous allez pouvoir en fait, avoir moins de coûts. Et en général, c'est assez vertueux parce que du coup, ces coûts-là, vous ne les répercutez pas sur vos clients. Et du coup, c'est aussi un bénéfice pour le client. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a été sur Internet. Pourquoi? Parce que comme on n'avait pas les moyens de faire du stock de joaillerie, la joaillerie, ça coûte extrêmement cher, les diamants, les pierres précieuses, etc. On s'est dit, on va d'abord créer des modèles, des concepts de modèles qu'on va avoir en image sur notre site internet et les clients vont pouvoir passer commande de ces modèles, mais la fabrication se fera uniquement à la commande. Donc c'est une fabrication sur mesure, c'est toujours le cas en fait pour Gemio, ce qui nous a permis de pouvoir nous lancer sans avoir beaucoup de fonds, mais ce qui permet aussi d'avoir des coûts qui sont réduits et donc des prix très intéressants pour les clients parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des marges qui sont aussi élevées que les marques de luxe traditionnelles. Donc il faut toujours essayer quand on n'a pas beaucoup de moyens d'innover pour réussir à passer entre les mailles du filet et ensuite après investir plus tard. Et vous aussi, c'est à peu près votre avis? C'est comme ça que vous voyez, on peut vraiment sans un sou se lancer dans le domaine du luxe? Parce que ça fait peur, c'est un domaine, on a, je ne dis pas tout envie d'y aller, mais c'est un domaine qui fait rêver, le luxe, la beauté, vos domaines font rêver, mais de là à se lancer, on se dit, j'aurais peut-être pas les moyens ou la force. Ce qui est difficile dans le luxe, en fait, c'est que c'est un domaine où, en fait, c'est un domaine d'excellence, c'est un domaine où l'image compte énormément. Donc, les formules qu'on peut utiliser dans d'autres secteurs qui consistent à faire du try and error, on ses limites. Alors, try and error, ça veut dire on essaye, on lance des choses et puis on apprend qu'est-ce qui marche pas, on pilote en fait des idées. Et donc, c'est un peu plus difficile à réaliser dans le luxe puisque forcément, on peut pas se rater sur des problématiques d'image. Nous, dans Else Collection, on représente en fait des marques de luxe qui sont nos partenaires, qui comptent sur nous.
et on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'image de ces marques qu'on représente. Et donc, ils attendent, et la raison pour laquelle ils nous ont donné l'agrément de travailler avec nous, c'est parce qu'on leur a donné confiance sur le fait qu'on allait traiter leur image correctement, qu'on allait fournir un service d'exception à nos clients, que l'adresse serait belle, que tout serait beau. Donc, effectivement, c'est ça la difficulté. Il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont incontournables, vraiment nécessaires. Alors, il y a une autre question qui est très intéressante. Est-ce que les relations publiques, du coup, est-ce que les relations de presse, etc., est-ce que c'est nécessaire obligatoirement dans vos domaines ? Absolument. Moi, je dirais oui. Donc du coup, c'est un budget, c'est un budget. Comment on fait Disons qu'en fait, les relations publiques dans tout ce qui est B2C, donc directement pour un consommateur, est probablement plus intéressant que pour tout ce qui est B2B, c'est sûr. Le consommateur, c'est assez difficile de l'informer. Quand on crée une marque, en fait, on va vendre à des milliers de clients, des millions parfois quand c'est vraiment un grand succès. Donc il faut aller chercher chaque client. Il faut chaque client, en plus dans le secteur du luxe, s'occuper parfaitement de lui donner une expérience. Avoir un accueil, avoir un service après-vente aussi. Donc c'est vrai que c'est à la fois dans la partie en amont, je dirais qu'il faut investir pour se faire connaître, et après tout au fil, si vous voulez, de l'eau, pour chaque client, en fait, vraiment les traiter aussi bien qu'on le peut, bien sûr, quand on a une marque de luxe. Donc c'est sûr que c'est des investissements, c'est beaucoup de temps et beaucoup de travail surtout. Donc du coup, il y a un investissement qui est très important pour les relations publiques. Il y a un investissement en amont parce que, en fait, je vois par exemple, rien que pour écrire un dossier de presse, on a pris 3 mois, parce qu'il faut chaque élément est important, chaque détail compte, parce qu'on est dans le luxe, voilà. Et en plus, dans le secteur des soins, voilà, des soins cosmétiques, de la beauté, des soins anti-âge en plus, vous devez apporter des preuves, vous devez étayer votre discours avec un certain nombre d'éléments, vous devez démontrer, donner confiance. Et donc, en fait, tous ces éléments, vous les mettez un à un dans votre petite chaîne, je veux dire, de stratégie RP, relations presse et relations publiques, et cette démonstration va apporter la légitimité à la marque. Vous devez, en fait, de toute façon, passer par là. Je pense qu'il y a un conseil important pour ceux qui veulent entreprendre ou celles, c'est de ne pas compter sur le fait d'avoir un très beau produit ou un très beau service, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent c'est génial, j'ai un super produit, ça va se lancer tout seul. Donc il faut effectivement passer une très grande partie du temps du management du chef d'entreprise à se dire comment je vais faire pour l'acquisition client. L'acquisition client, c'est le maître mot de toute entreprise et de tout entrepreneuriat. Et donc, il faut avoir vraiment tout analysé en termes de comment je vais aller chercher mes clients, par quel biais, qu'est-ce que je vais consacrer, que ce soit des budgets, on a parlé d'ERP, mais nous, on fait beaucoup également d'événements. Et vous en faites aussi des événements On fait des événements. On a la chance d'avoir un lieu qui est formidable parce qu'il est grand, déjà. On a quand même un espace en Saint-Germain-des-Prés qui fait 150 mètres carrés, avec une partie boutique. On a une cuisine, salle à manger, pour montrer aux gens le mode de vie. C'est comme un appartement. C'est un appartement boutique, chez soi. fait. Voilà, on est chez soi. On peut faire un petit déjeuner avec nous. On peut également organiser un cocktail de rencontre avec nos clientes. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Donc en fait, il faut, ce qu'on disait, il faut ce lieu physique. Oui, c'est ça, c'est nécessaire. Et ces services autour de la marque pour pouvoir déjà la faire connaître. En plus de toute la stratégie classique de relations de presse, de publicité et d'Internet que l'on doit mettre en place. Et je pense aussi que le plus important aujourd'hui, c'est d'offrir des expériences. Mais tout ça coûte quand même pas mal d'argent quand on veut se lancer. Enfin, ça fait partie des questions qu'il faut se poser dès le départ. Parce que là, si on vous écoute, il faut faire quand même des événements, il faut avoir un lieu physique. Donc, quand on va dans le luxe, ça implique forcément beaucoup d'argent au départ. Parce que ça fait... Pas que le luxe, vous pensez que... Le luxe, évidemment aussi, mais de façon générale, effectivement, le B2C, je pense en particulier, essayer de se faire connaître auprès du plus grand nombre, alors qu'il y a énormément de concurrence dans tous les secteurs. En plus, quand on est dans le luxe, on achète une expérience. Acheter un bijou, finalement, peut se faire aux dépens d'un voyage, d'un très beau restaurant. Donc on n'est pas seulement en concurrence avec de la joaillerie, dans mon cas, ou on peut être en concurrence avec de la cosmétique ou des robes. Donc il faut se battre contre tout le monde. Et donc ça nécessite beaucoup d'argent, c'est sûr. Après, c'est toujours un choix, l'argent. C'est un choix de vitesse aussi. Si vous voulez développer votre entreprise en propre, avec des fonds propres, par exemple, ça prendra plus de temps, mais vous en aurez le contrôle. Donc c'est une décision qu'il faut prendre en tant qu'entrepreneur de ce que vous voulez, comment vous voulez vivre votre entreprise. Vous pouvez lever des fonds, vous pouvez faire des prêts bancaires. Justement, vous avez levé ça permet d'accélérer. Vous
Alors nous, avec Gemio, on a levé 4 millions d'euros à peu près, mais maintenant, la dernière levée de fonds était en 2013, donc ça date un petit peu. On a fait un choix au début de lever de l'argent justement pour accélérer la croissance. Et maintenant, on est sur un choix de plus de rentabilisation de l'entreprise et Gemio est rentable depuis maintenant 6 mois. Donc ça, c'est une transition aussi qui est importante dans la vie d'un entrepreneur. C'est vrai qu'au début, si on n'a pas d'argent, bah forcément, ça va plus lentement, c'est sûr. Quand on a de l'argent, on peut se faire de belles pubs dans le métro. Exactement. Et ça aide pas mal. Ouais, vous aussi, vous avez fait des levées de fonds au départ, hein? Oui, moi j'ai la chance d'avoir rencontré un partenaire qui a adoré le concept et la marque parce qu'il avait déjà travaillé dans ce domaine. On a investi quand même beaucoup au départ, plus de 2 millions, 2,5 millions quand même dès le départ. Voilà, donc ça a permis de faire à la fois ce flagship store, ce lieu, toute cette gamme de produits et puis on a une très belle marque avec de très belles références, plus de 54 références, c'est quand même beaucoup au départ. C'est quand même beaucoup, c'est pas mal. Beaucoup. Ben, il fallait, dans une officine, on ne pouvait pas arriver avec 12 produits. C'est un peu difficile de dire que 150 mètres carrés pour 12 produits, ça aurait été difficile. Il fallait vraiment une véritable expérience et apporter en même temps montrer aux gens qu'on pouvait avoir une véritable gamme de produits pour à la fois détoxifier, pour, je veux dire, réparer la peau et en même temps pour la régénérer. Donc il y a différentes gammes de soins et le laboratoire sur mesure pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose encore plus haut de gamme et avoir un traitement particulier. Donc cette première levée de fonds nous a permis de mettre tout ça en place. Maintenant, nous sommes en train de faire la seconde levée de fonds. Et justement, nous cherchons justement les investisseurs. Ça tombe bien. Oui, voilà. Ça tombe bien. Ça tombe très bien. Le message est passé. Le message est passé. On a passé le message pour la seconde levée de fonds. On cherche les investisseurs parce que avoir la première marque de haute apothicarie française est je veux dire, c'est un challenge. En même temps, il y a des Chinois, des Coréens qui sont déjà passés nous voir, qui aimeraient vraiment voir la marque se développer pour l'amener dans leur pays. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et vous, Pascal, comment ça s'est passé au départ? Nous, on a développé l'entreprise sur nos fonds propres au démarrage. Donc on a investi quand même un montant assez important dans son développement. Et on est aussi en phase de levée de fonds actuellement, c'est-à-dire on recherche des investisseurs. On a commencé à lever des fonds auprès de business angels, d'investisseurs privés. Et on recherche également des investisseurs professionnels pour accélérer le développement, parce qu'on est dans un business qui est un business de digital, qui est un business de logistique, qui est un business de luxe aussi, de retail. Et donc tout ça, effectivement, si on veut vraiment accélérer notre développement d'abord en France et ensuite à l'international, il faut qu'on arrive à lever des fonds. Alors justement, on va venir maintenant dans un domaine un peu plus précis. On va un peu recentrer le débat sur les femmes qui nous regardent et qui veulent se lancer dans le luxe. Est-ce que vous avez eu des aides, des formations, des associations qui vous ont aidé? Alors je crois que Pascal, vous m'aviez parlé, vous, des incubateurs qui vous ont beaucoup aidé justement pour monter votre projet. Oui, parce qu'au début, quand j'ai décidé il y a une chose qui est de décider de passer à l'acte, et ensuite, je me suis dit, j'ai regardé autour, j'étais toute seule, effectivement. Donc, je n'avais pas encore mes associés, et je suis rentrée, effectivement, dans un incubateur qui s'appelle Les Pionnières, qui est un incubateur au féminin. Je n'ai pas choisi particulièrement cet incubateur parce que c'était un incubateur qui encourageait les femmes. J'ai trouvé que la dynamique était sympathique, que j'étais en contact avec des start-up absolument incroyables qui étaient autour de moi, que je côtoyais toute la journée. Vrai, il y avait des coachs, il y avait de l'expertise, donc tout ça, c'est des dispositifs. Ils vous ont accompagné pour votre création, ils nous ont accompagnés au démarrage, c'est-à-dire très très en amont de la réflexion du projet. Ça, c'est intéressant de savoir qu'il y a des incubateurs qui peuvent aider les femmes. Il y a des associations aussi qui peuvent aider les femmes qui veulent entreprendre. Il faut beaucoup de qualité pour entreprendre. Tout le monde n'a pas fait HEC forcément. Tout le monde n'a pas fait de hautes études. Alors, qu'est-ce qui va pousser, qu'est-ce qui va faire les qualités qu'on peut entreprendre? Bon, vous avez fait HEC, non? Moi, j'ai eu le malheur de faire HEC, mais je suis sympathique quand même. On ne va plus lui parler. Hein. Pascal aussi, vous avez fait HEC. Oui, tout à fait, oui. Non, mais je pense qu'il faut avoir une vision quand même, il faut s'accrocher. Quand on démarre au début, on se lance avec un peu juste la fleur au fusil et beaucoup de courage et beaucoup d'énergie. Donc il faut en fait avoir une telle vision que vous allez réussir à la transmettre à vos clients, à vos partenaires, à vos investisseurs. Enfin, quand on crée son entreprise, on est vendeur avant tout au départ. On vend à tout le monde. Donc il faut vraiment avoir cette énergie de vendre, d'aller chercher justement chaque client, surtout dans le B2C où il faut vraiment aller les chercher les uns après les autres. Ça, c'est la qualité première, je dirais, d'être un bon vendeur.
et de croire à son produit, quand même, malgré tout. Après, vous pouvez vous entourer de personnes, des associés, par exemple, plus techniques, si jamais vous n'avez pas un profil technique, ou, je sais pas, bien s'entourer, c'est essentiel aussi. C'est hyper important. Ouais, je pense que le plus important dans ce que tu as dit, c'est la capacité à transmettre l'énergie que l'on a en soi et ce désir, en fait. Alors, c'est bien que vous interveniez et que tu interviennes, Elena, parce que toi, tu me disais, j'ai pas la formation forcément d'entrepreneur, mais j'ai travaillé beaucoup ma confiance en moi. Oui, voilà. Alors ça, c'est important parce que moi, je vais me dire, tiens, j'ai pas fait HEC, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai plein d'idées, mais je vais rester chez moi. Mais en fait, non, il y a aussi un autre moyen, c'est qu'on peut prendre confiance. Oui, non, moi, j'ai un parcours atypique parce que j'ai fait des études de politique internationale, déjà, qui m'ont emmenée aux États-Unis, ensuite après de marketing. Et après, j'ai complètement changé. Lorsque j'ai su déjà que je voulais travailler dans le bien-être, la beauté, la santé, j'ai fait un DU, et 2 d'ailleurs, de toute façon dans les domaines de la nutrition et des médecines nouvelles et naturelles, intégratives. Donc ça m'a amené à avoir une formation très éclectique, déjà. Et durant tout ce parcours, il a fallu travailler déjà la confiance en soi. J'en avais déjà une petite dose, mais le fait d'avoir fait des études aux États-Unis, ça m'a aidé, j'avoue. Ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup plus aidé parce qu'il faut avouer une chose en France, quand même, c'est ce que je disais la dernière fois en France. Le marché n'est pas facile, tout le monde le sait pour les entrepreneurs, n'est pas simple. Oui, mais dans le luxe, il est plus facile peut-être, non? Parce que la France, c'est un peu le symbole, non, pas du tout. À l'export, oui, mais une fois qu'on est en France, il faut déjà prendre sa place. Et tout le monde ne veut pas partager cette place. Et puis, il faut aussi réussir à être accepté comme étant légitime dans le domaine du luxe. Donc ça me demande un certain nombre... Il faut créer... Ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué. Oui, il faut créer tout cela avec tous les éléments autour de soi. Et quand vous êtes une femme, c'est pas si simple que ça. Si vous êtes en plus de ça une femme noire, c'est encore pire. Les gens vous arrêtent en vous disant « Ah, c'est une cosmétique ethnique que vous faites » parce qu'automatiquement, ils vont penser que vous ne pouvez faire que ça. Mais on est très cliché en France. On est très cliché en France. C'est un peu le défaut qu'on nous donne. Mais malheureusement, c'est ça. Il y a des avantages, mais les inconvénients sont surtout là. Donc, il fallait dépasser tous ces clichés et arriver à quelque chose, montrer qu'on est capable d'excellence, qu'on est capable de regarder le monde, je veux dire, dans un vivre ensemble qui est totalement différent et qu'on peut agir sur les soins, la beauté, etc., sans toutefois être marqué sur quelque chose de particulier. Mais alors comment on l'a cette confiance? Donnez-nous la clé, Léna, parce que là, on veut savoir, nous. Non, mais c'est vrai que dans tout ce parcours que j'ai eu, il y a eu beaucoup de croissance et de développement personnel. J'ai eu la chance, en fin de compte, de travailler aux États-Unis avec Anthony Robbins, qui est un des plus grands coachs au monde, je veux dire, et qui donne toutes les clés de la motivation et de la transmission. Donc ça, je l'ai fait pendant très longtemps. Parce que pendant un moment, j'étais tellement portée par ce type d'envie de transmettre que j'ai créé moi-même également un cabinet qui était spécialisé là-dedans à un moment. Donc, tout ça donne envie. Ça donne envie de faire des choses, d'être différent. Et je pense que le séjour aux États-Unis, j'ai quand même terminé mes études aux États-Unis, j'ai quand même fait un master aux États-Unis et 2 fois, je suis retournée 2 fois pour d'autres études. Ça donne plus de confiance qu'en France parce qu'ils sont... Tout le monde le sait que les anglo-saxons ont quand même cet esprit motivant. C'est une autre façon de faire les choses. Et on est moins fermé, le plafond de verre est beaucoup moins lourd, on dira. Ça. Donc ça aide beaucoup à être résilient, à être persévérant et à avoir cette motivation, cette vision. C'est un conseil qu'on peut donner aux femmes, c'est vraiment avoir confiance. Parce qu'il faut savoir que les femmes ne se lancent pas parce que justement elles ont peur. On va dire que les femmes souvent calculent un peu plus les risques, contrairement aux hommes. Ça fait partie de nos gènes, c'est comme ça. Alors pourtant, les femmes ont des atouts par rapport aux hommes. Pascal, je crois que les femmes ne sont pas forcément... on est toujours en train de nous sous-estimer, de se dire « mais moi je ne vais pas y arriver, je suis une femme », etc. Mais pas du tout, on a aussi des atouts. Absolument. Les femmes, en fait, elles sont peut-être plus sérieuses, on va dire, dans la façon de préparer un business plan, de planifier les choses. Et j'ai plusieurs investisseurs qui m'ont dit « Ok, à chaque fois que je vois une femme, en fait, elle me présente quelque chose, elle délivre. » Et ça, c'est des choses que j'ai vues également dans l'incubateur où j'étais qu'avec des créatrices femmes. Et effectivement, les femmes, elles font des plans et elles s'y tiennent. Donc, pour un entrepreneur, c'est quand même une qualité. C'est bien. Et alors justement, comment on séduit les investisseurs? Quand on est une femme, c'est plus facile ou pas? Je pense pas que ça soit plus facile. Non, je pense pas. Les investisseurs regardent les chiffres, le potentiel de la marque et leur capacité à rebondir sur cette marque et à récupérer de l'argent. C'est ça. Déjà, ça commence on est très terre à terre. Je pense qu'ils vont regarder surtout l'équipe. Au-delà du projet, qui porte le projet? Est-ce que cette personne-là, ils y croient ou pas? Parce que finalement,
indépendamment du projet, ce qui compte pour donner confiance, c'est toute l'expérience qu'on a construite par le passé, c'est pas seulement les savoir-faire, c'est les savoir-être, c'est la façon dont on interagit avec les gens pour vendre, c'est la façon dont on voit les choses, dont on a la vision et dont on réfléchit. C'est ça qui compte finalement, in fine, indépendamment du secteur, de n'importe quelle chose qu'on puisse entreprendre. Donc moi je dirais, on peut entreprendre dans n'importe quel secteur, pourvu qu'on en ait l'envie et qu'on ait bien réfléchi à ça. Oui, moi j'étais très surprise d'une chose, ça veut dire que nous, en voulant entreprendre dans le luxe, je me suis dit dès le départ qu'il fallait créer toute la stratégie pour que la marque soit vraiment très bien présentée au public, que les investisseurs voient qu'on a été sérieux, on a fait de très belles formules, fait un design magnifique, un lieu sublime. Tout le monde le reconnaît. Et lorsqu'on est allé chercher notre seconde levée de fonds, on a dit mais vous en avez trop fait, écoutez, je suis désolée. Vous êtes en France. En France, c'est pas du tout comment. Non, parce que maintenant, vous avez dépassé la phase d'amorçage. Alors maintenant, il va falloir que vous alliez beaucoup plus loin. Et alors que les anglo-saxons nous disent le contraire en disant ah ben c'est bien, au moins on voit ce que vous faites. Et donc c'est ça que je dis, c'est pas du tout la même chose en fait. Hein. Donc ça veut dire que tout ça pour dire aux femmes que si elles ont une idée, elles peuvent y aller dès le départ. Quelquefois, c'est peut-être plus simple de plonger immédiatement et de montrer leur projet sans toutefois vouloir être trop perfectionniste, parce que ça leur permet d'être immédiatement, je veux dire, en vue pour faire les choses. Bon, voilà, il y a différentes expériences. Mais l'expérience que j'ai, moi, c'est qu'on est allé vraiment au bout dès le départ, parce que toi, tu disais que tu avais pris 4 ans avant de monter la boutique. Non, pas du tout. Ça fait 5 ans qu'on a créé, mais j'ai mis 3 mois. Non, la boutique, non. Ah, la boutique, 4 ans. Ah oui, la boutique. Oui, la boutique. Nous, on l'a fait, c'est ce que je voulais dire. Oui, non, moi, je l'ai faite en même temps. Tout en même temps. Et c'était un travail monstrueux. Bah, c'est ça. Bah, on prend sur sa santé, sur son temps. Bah, justement, c'est difficile, vous disiez, de concilier sa vie de femme, etc. C'est beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de sacrifices. Et est-ce qu'on peut quand même dire que... Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant. Je ne sais pas si vous en avez, mais souvent, je pense que vous parliez du fait que les femmes sont plus averses au risque. C'est parce qu'elles prennent beaucoup en compte, je pense, leur vie personnelle aussi, en sachant que si un jour elles tombent enceintes, typiquement qu'elles ont des enfants, un peu inévitablement, elles s'en occupent plus que leur mari, c'est le cas, c'est juste le cas. Donc du coup, je pense qu'il faut le prendre en compte. Après, moi, je pense aussi que quand on crée son entreprise, on peut accepter à un moment donné déjà d'avoir un partenaire. Il faut avoir un partenaire de vie avec lequel on discute beaucoup. Moi, il se trouve que j'ai créé mon entreprise avec mon mari, donc on discute beaucoup justement de ce genre de problème. Ça doit être chiant aussi, non ? Ça a des avantages et des inconvénients, on va dire. Mais l'avantage, c'est que faut fermer la porte après du travail. Exactement. Mais par contre, au moins, on sait pourquoi on se bat au quotidien, on est complètement sur la même longueur d'onde et en fait on est prêt à faire des sacrifices l'un et l'autre. Et c'est vrai que les femmes, très souvent, je pense, se mettent la pression en se disant je ne vais pas imposer à mon mari le fait que je ne vais pas avoir d'enfant tout de suite, etc. Et du coup, n'entreprennent pas aussi pour ce genre de raisons. Je pense que la meilleure solution, c'est beaucoup le dialogue, la communication dans le couple. Si jamais vous avez vraiment envie d'entreprendre et que vous pensez que ce n'est pas le moment d'avoir un enfant ou qu'il faudra même le remettre à plus tard, parlez-en à votre mari, je suis sûre qu'il sera d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, posez-vous la question de est-ce que c'est le bon mari, quoi, parce que pas mal. Mais c'est vrai que c'est dur, les premières années ont été... C'est difficile. C'est difficile parce que lorsque vous entreprenez dans le luxe, ou même que vous entreprenez déjà en général, vous êtes passionné. Vous êtes habité par le projet. C'est comme si vous étiez totalement, je veux dire, vous êtes investi, vous êtes habité, vous êtes totalement dans ce projet. Et l'inconvénient pour cela, c'est que vous finissez par devenir obsessionnel. Vous parlez que de ça. Vous en rêvez, vous rêvez le matin, etc. Vous ne pouvez pas ne pas entreprendre quand vous êtes habité à ce point-là, je veux dire. Donc c'est ce qui complique peut-être une vie de couple, parce que en fait, ce qu'on pourrait dire, c'est de maintenir un équilibre constant. Voilà, de faire attention aux différents marqueurs, parce que c'est vrai que moi j'ai souvent oublié, je veux dire, voilà, de faire attention à tous ces marqueurs et d'être... et de vouloir concilier les différents autres domaines de vie, autant la vie sociale, la vie familiale, la vie personnelle, s'occuper de soi, etc. Parce que le projet, vous êtes tellement, vous le portez tellement que finalement le reste devient totalement, je veux dire, secondaire. Alors dans les médias, on parle beaucoup en ce moment de charge mentale, l'inégalité entre les hommes et les femmes. C'est un peu ce qui se crée dans le couple, au foyer, avec les femmes qui sont plus actives dans le foyer que les hommes et du coup qui se lancent moins dans l'entrepreneuriat pour ces raisons-là. Mais on parle beaucoup d'inégalité homme-femme, des choses qu'on essaye de corriger. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une inégalité encore aujourd'hui dans vos domaines, dans l'entrepreneuriat du
luxe, justement, une inégalité? Personnellement, non. Non. En fait, je ne l'ai pas ressenti. Je ne peux pas dire qu'elle n'existe pas, je ne l'ai pas ressentie. Je pense que l'inégalité, pour moi, est ailleurs. Je veux dire, l'inégalité homme-femme. Elle est à la base. On en parle beaucoup en ce moment, c'est vrai. Je trouve que, comme vous le disiez avant, les femmes ont des avantages aussi. Hein, oui, quand même, il faut penser positif. Voilà, les femmes ont des avantages quand même de fait d'être une femme. Vous pouvez arriver à obtenir quand même peut-être un peu plus d'avantages ou d'écoute que d'autres dans certaines situations, hein, relations publiques, comme elle disait, relations presse, ou même pour créer le concept créatif. Ouais. Donc ça, je ne suis pas certaine que ce soit là le vrai problème. En tout cas, vous n'en avez pas souffert. Non, je n'en ai pas souffert. Moment, voilà. Ni toutes les trois. Non. On arrive à la fin de l'émission, déjà, ça passe vite. Juste un rapide mot sur votre actualité, à toutes les trois. Donc, levée de fonds, on l'a bien compris. Levée de fonds. Pour nous, c'est la chose la plus importante. Alors, moi, ce que je dis aux gens, de toute façon, au niveau de l'actualité, de toute façon, déjà, c'est d'aller voir nos différents sites. Là, je pense que c'est ce qui est le plus important. Vous verrez des entreprises innovantes. Elles sont toutes belles. Nous sommes toutes pleines d'énergie. Et nous avons besoin de... Trois belles femmes que nous avons besoin d'équipes fortes et de partenaires aussi. Hein, j'ai oublié une question. J'ai oublié une question, les filles, avant qu'on se quitte. Votre modèle féminin? Très important. Vous avez parlé pas mal de confiance en soi. Moi, il y a une personne que j'admire beaucoup, j'ai jamais eu la chance de la rencontrer, mais j'ai lu son livre et j'ai trouvé qu'il était super. C'est Sheryl Sandberg, qui est très connue dans le milieu un peu justement des femmes entrepreneurs. Alors, elle n'est pas vraiment entrepreneur en tant que telle, c'est la COO de Facebook, elle est assez connue. Et en fait, elle a... je pense beaucoup œuvrer aussi pour le féminisme, un féminisme plus doux, qui est un féminisme où en fait, elle explique que les femmes très souvent se mettent un peu elles-mêmes des bâtons dans les roues en n'étant pas très sûres d'elles. Elles devraient prendre conseil auprès avec de Elena. Exactement. Mais voilà, je vous invite, si vous avez des petits problèmes de confiance en vous, c'est un livre qui est très bien fait, le livre de Sheryl Sandberg, et je pense que c'est une femme assez admirable qui a beaucoup contribué justement à faire naître des vocations chez des femmes entrepreneurs. Et moi, je pourrais dire que moi, j'ai eu la chance, dans mon parcours, justement, on parlait tout à l'heure de motivation, de rencontrer Richard Branson, et je me suis occupée de son île privée Necker Island pendant très longtemps, Tony Robbins, que j'ai rencontré, ce sont des grands motivateurs également, et j'ai eu la chance, mais c'est incroyable, de déjeuner avec Nelson Mandela. Donc, ce sont des choses qui ont été extrêmement fortes dans ma vie, et qui ont peut-être aussi créé la personne que je suis devenue. Voilà. Et la femme modèle, une américaine? Oprah Winfrey. Forcément. Because she got it, that's it. Voilà. Et vous, Pascal? Alors moi, je citerai Jeanne Lanvin, qui est en fait dans mon secteur, dans la mode. Et en fait, on pense souvent à elle. Elle a créé une des plus emblématiques maisons de couture françaises. On pense souvent à elle comme une créatrice, comme une designer. Mais en réalité, c'était une sacrée chef d'entreprise. Jeanne Lanvin, elle a traversé les guerres. Elle a imposé sa vision de sa maison de couture. Elle a eu jusqu'à 1000 personnes dans ses ateliers. Et ça, je trouve que, voilà, admiration totale. J'aime le bleu Lanvin, donc c'est très bien. Merci beaucoup à toutes les trois pour vos conseils et puis votre parcours. Bravo, bravo vraiment. Nous vous remercions bien sûr de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission sur demain.fr, wedoobiz.com et sur ellesentreprenent.fr. Nous, on se retrouve le mardi 19 septembre à 12h30 pour une nouvelle émission Businesswoman en direct sur Facebook. Au revoir à tous. Businesswoman vous a été présenté par MAF Pro. L'assureur des professionnels et de la santé collective, c'est MAF Pro et c'est pour vous les pros.